Hop. Voilà, donc bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire, notre premier webinaire avec Microsoft sur le sujet «C'est quoi un projet numérique?» Donc c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre de HUP Entrepreneur. Alors vu que c'est un webinaire libre et ouvert à tous, je ne sais pas si vous nous connaissez tous, en une courte phrase, HUP Entrepreneur, on est une association qui a été créée en 2008 pour soutenir et accompagner les entrepreneurs en situation de handicap, donc à travers différents événements et surtout nos programmes d'accompagnement. Et là, on est très fiers donc, de lancer ce partenariat dans le cadre du programme Parrainage de compétences, donc, qui est un programme de mentorat qu'on a chez HUP Entrepreneur, et de lancer ce partenariat avec Microsoft sur tous les sujets d'entrepreneuriat et surtout d'inclusivité numérique. Donc pour ça, aujourd'hui, on accueille Philippe Trottin. Donc Philippe, si tu es OK, je te laisse te présenter à tout le monde. « 23 ans maintenant que je travaille chez Microsoft. Je suis à la fois le référent handicap de l'entreprise et je suis en charge de tous les sujets d'accessibilité numérique. Donc, si des personnes ont des déficiences visuelles, j'ai une cinquantaine d'années, j'ai les cheveux gris et je porte des lunettes. Voilà, comme ça, vous savez tout. Super, merci Philippe pour cette introduction. Du coup, ce que je propose, c'est peut-être de partager ton support et puis bien évidemment, on fera des commentaires sur le support tout au long pour que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà, donc normalement, vous allez voir ma présentation. Est-ce que vous voyez bien tous ma présentation? Oui. Oui, je pense que c'est bon. OK. Donc, pas tous ma chambre, mais le sous-titrage va fonctionner pas forcément de façon optimum toujours. Alors, le sujet d'aujourd'hui est extrêmement vaste, hein. C'est probablement un sujet d'introduction que l'on a voulu avec HUP Entrepreneur pour pouvoir justement évoquer les sujets numériques. Le principe, c'est pas forcément que ça soit uniquement une présentation, mais bien un échange en fait avec vous. Parce que en fait, parmi les entrepreneurs présents, il va y avoir probablement certains entrepreneurs qui développent des solutions numériques, d'autres qui vont peut-être utiliser le numérique comme étant un vecteur finalement de communication, voire un vecteur de vente de leurs solutions. Et donc, en définitive, le sujet va couvrir en fait beaucoup de cas particuliers et beaucoup de choses différentes. Donc, je pense qu'on va dérouler assez rapidement en fait la présentation d'aujourd'hui. Et ensuite, ce que je vous ferai, c'est que je vous inviterai en fait à vous exprimer de façon à ce que vous puissiez évoquer vos cas particuliers ou les questions que vous pourriez avoir au sujet du numérique. Sur les ateliers, puisqu'on a prévu avec HUP Entrepreneur, on a prévu un atelier par mois à peu près. On va avoir différents types d'ateliers autour de la conception universelle, autour de l'accessibilité, autour de l'utilisation finalement des marketplaces pour vendre des solutions numériques. Donc, il y aura différents types d'ateliers qu'on a prévus jusqu'au mois de juillet. Et donc, voilà, on démarre par celui-là aujourd'hui. N'hésitez pas à m'interrompre aussi si besoin pour avoir une précision. Alors, on va rentrer. Alors déjà, il faudrait que je masque ça si je peux. Excusez-moi. Voilà. On va rentrer. Hop. Je ne sais pas comment le masquer. Alors, je suis plus habitué à Teams qu'à Zoom. Je ne sais pas si on peut masquer cette fenêtre-là. Oui, comme ça, oui. Là, on voit la présentation plus le petit texte en dessous, donc je pense que c'est Ah bon. ok, non, c'est parce que moi j'ai une barre qui effectivement apparaît en plein milieu en fait. D'accord, nous, on ne la voit pas. Ça va alors, pas de souci. Une personne demande dans le chat si la présentation sera partagée. Oui, bien entendu, on pourra vous partager la présentation. Oui, pas de problème par rapport à ça, par rapport au support. On essaiera dans les prochaines présentations peut-être de mettre à disposition les supports quelque part pour que vous puissiez les télécharger éventuellement en avance si besoin. Alors, finalement, le numérique, c'est quoi? On a d'un côté des entreprises, les entreprises qui, en fait, en termes de solutions, ont à la fois un environnement, on va dire, digital
qui est constitué de serveurs, qui est constitué de bases de données, de stockage, de fichiers, etc. Et puis de postes utilisateurs qui peuvent être à la fois des ordinateurs, mais qui peuvent être aussi des téléphones, des tablettes, des outils, des objets numériques différents, divers et variés. Et puis en fait, ces entreprises, elles sont finalement interconnectées avec à la fois du cloud public, donc un cloud public donc, qui permet finalement de contenir tout un tas d'applications qui vont être à destination de n'importe qui, pas forcément uniquement de l'entreprise. Et puis, pour certaines entreprises, elles disposent chez un hébergeur ou chez un provider de cloud, elles disposent finalement d'un cloud privé qui leur permet de stocker ou de bénéficier, on va dire, d'élasticité sur les machines qu'elles ont tendance à utiliser dans un environnement, mais qui n'est pas hébergé dans les locaux de l'entreprise, qui est hébergé, on va dire, chez un partenaire. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est que quelque part, à certains moments, l'entreprise va utiliser, va consommer du matériel, mais de façon très, très ponctuelle. Et en définitive, elle veut bénéficier de la possibilité finalement d'avoir une puissance qu'elle ne paiera qu'à la consommation, d'où l'intérêt quelque part d'aller vers le cloud. Je vais donner un exemple. Je suis un service de comptabilité dans une entreprise. Je veux éditer les fiches de paye de mes collaborateurs. Je vais le faire une fois par mois. Et donc, une fois par mois, je vais utiliser des serveurs pour pouvoir éditer ces différents documents. Donc, ce n'est pas la peine que j'ai des serveurs à disposition pendant tout le mois. Mais par contre, ponctuellement, j'ai absolument besoin de pouvoir éditer en une seule journée ou en 2 journées maximum les bulletins de salaire de l'ensemble de mon entreprise. D'où l'importance de l'élasticité de cet environnement. Alors, on parle auprès des grandes entreprises ou des grandes PME, on parle souvent de cloud hybride, c'est-à-dire les entreprises vont à la fois bénéficier d'un espace qui leur est propre, sur lequel elles sont en maîtrise complète de l'environnement, et puis d'un espace cloud public qui leur permet quelque part de pouvoir aussi mettre à disposition un certain nombre d'outils, de solutions, voire même de déployer des solutions qu'elles vendent accessibles à leurs utilisateurs. Et leurs utilisateurs peuvent consommer ces différents services à travers des dispositifs très variés. Ça peut être un ordinateur, mais ça peut être un téléphone, ça peut être un casque de réalité augmentée ou un casque de réalité mixte. Ça peut être de la collecte d'informations à travers des objets connectés qui vont venir alimenter un entrepôt de données. Donc finalement, dans le numérique, on a des choses qui sont en définitive très variables. Si on rentre, hop, je vais aller sur le slide suivant, si on essaye un petit peu de regarder en définitive les différents types de solutions qui existent au niveau voilà, des solutions existantes sur le cloud, on parle de IaaS, on parle de PaaS, on parle de SaaS. En définitive, ces terminologies viennent finalement offrir un certain nombre de services qui va permettre à une entreprise, à un entrepreneur, de pouvoir finalement se lancer finalement dans un projet numérique sans forcément occasionner un achat conséquent ou une installation conséquente qu'il ne serait pas en capacité de faire, de mettre en place. Pourquoi? Simplement parce que les investissements pour pouvoir développer une solution, si on souhaite tout de suite acquérir du matériel, des machines, etc., plus l'électricité qui va derrière, la sécurisation des données qui va derrière, l'hébergement de ces données, le stockage, etc., tout de suite, ça peut emmener vers des coûts qui sont relativement conséquents. Donc, en définitive, on a différentes granularités de choses qui sont à disposition dans ces services cloud et qui vont permettre finalement, en quelques clics, de pouvoir se créer un environnement, cet environnement étant facturé à la consommation. Donc, je crée, par exemple, j'utilise du IaaS, donc une infrastructure qui est hébergée chez mon fournisseur. Dedans, ça va me fournir quoi? Ça va me fournir des serveurs, du stockage, une couche de sécurité, tout ce qui est bâtiment, installation physique, en fait, où je vais stocker tous ces éléments-là. Donc, je n'ai pas à me préoccuper d'acquérir en fait tout cet environnement-là. Et donc, sur cette plateforme-là, je vais pouvoir, par exemple, créer des machines virtuelles
qui vont être utilisées comme si j'avais acheté physiquement les machines et que je les avais hébergées dans ma salle machine, voire dans mon garage, voire dans mon salon si je démarre une activité et que je pars de rien du tout. Quand on va arriver vers des solutions et on souhaite finalement développer des solutions, donc on a besoin d'un environnement de développement, une plateforme logicielle de développement. Bien souvent, on ne va pas s'amuser à uniquement louer une infrastructure et aller créer des machines. Parce qu'en définitive, au-delà de ça, on a besoin aussi de disposer d'un espace avec un environnement de développement, un environnement de test, un environnement de validation, un environnement de production. Enfin, on a besoin de disposer de différents types d'environnements. Et puis, on a besoin d'avoir un certain nombre de machines avec des systèmes d'exploitation déployés pour pouvoir développer la solution. Et donc, on va plutôt s'orienter vers du PaaS, donc qui va permettre finalement de disposer de cette plateforme de développement complète. Et donc, on peut… alors, je ne vais pas forcément parler que de Microsoft, hein, je vais parler des fournisseurs de cloud. Hein. Aujourd'hui, il y en a plusieurs sur le marché. Hein. Il y a Google, il va y avoir Amazon. Amazon étant la plus grosse, Microsoft étant normalement la deuxième en taille. Ensuite, on a des solutions, Google, IBM, etc., qui proposent des solutions voilà, de cette nature. Et puis après, au-delà de pouvoir développer sa solution, eh ben, on a éventuellement aussi envie de pouvoir consommer un certain nombre de logiciels sans forcément avoir besoin, en définitive, de les déployer, de les installer localement. Et on a besoin globalement de les consommer à travers aussi une plateforme cloud. Alors, je vais prendre un exemple. Si vous utilisez, je sais pas, vous créez un compte de messagerie sur live.com, par exemple, bah, typiquement, vous ne vous intéressez pas à savoir comment est géré le serveur de messagerie, quelle touche de sécurité ou d'anti-spam ou autre doit être mis en place, mais vous voulez simplement pouvoir utiliser cette application qui est hébergée chez le fournisseur sur lequel vous êtes. Donc, si vous utilisez aussi, par exemple, Office, bah, vous pouvez très bien installer localement Office, donc déployer localement Word, par exemple, sur votre ordinateur, mais vous pouvez très bien aller sur le site office.com et utiliser Word en mode SaaS, donc en application totalement hébergée. Donc, ça va revenir finalement à ouvrir une page web et à consommer en fait votre document à travers en fait cette plateforme. Alors, je peux en faire rapidement une petite démonstration. Hein, si je vais, par exemple, sur mon ordinateur et que je vais sur office.com, je vais bêtement cliquer. Donc, le temps que ça arrive, c'est un petit peu plus long que si j'avais déployé localement l'application, mais je vais aller utiliser, par exemple, Word. Je vais aller créer un nouveau document. Et à partir du moment où j'ai lancé en fait la création de ce document, hop, je vais pouvoir utiliser le traitement de texte comme s'il était finalement installé localement. Donc, je le consomme vraiment en SaaS. Donc, imaginons que je fasse un peu de dictée vocale. Voilà, donc typiquement, là, je suis en train, par exemple, de rédiger un document à la voix. Je n'ai rien déployé localement. Je consomme une application à travers un environnement dans lequel on me loue, entre guillemets, l'utilisation et l'usage de mon application. Et en l'occurrence, c'est l'usage de Office.com et de Word en termes d'application. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant et c'est intéressant à double titre. Pardon, je reviens sur cet écran. Excusez-moi, j'ai été un peu vite, je n'ai pas été dans le bon sens. Je vais revenir sur cet écran-là. Alors ça, c'est intéressant à deux niveaux parce que vous pouvez, vous, en tant qu'entrepreneur, dire, bah voilà, il y a un certain nombre d'applications dont j'ai besoin et plutôt que de me complexifier la vie, je vais aller consommer ces environnements-là en mode SaaS et donc je vais louer ces applications pour pouvoir les utiliser. Mais vous pouvez aussi, vous, être éditeur de solutions digitales et déployer en mode SaaS des applications que derrière, vous allez héberger dans un environnement cloud. Donc, vous allez quelque part, finalement,
de niveaux de complexité, mais si on parle d'une application digitale, et puis après on pourra discuter de ces sujets-là, si on parle d'une application digitale, on se retrouve finalement avec différents composants quand on développe une application. Donc, imaginons que vous soyez éditeur d'une solution. Vous allez avoir à la fois quelque chose que vous allez déployer sur votre poste, donc ça veut dire soit sur un téléphone, soit sur un ordinateur, soit sur, voilà, peu importe en fait le device, le dispositif qui va être utilisé par les clients, mais vous allez avoir une application qui va être déployée ici, et cette application va de façon naturelle s'appuyer vers des services. Alors, j'ai mis un seul service ici, mais ça pourrait être des services différents. Ces services eux-mêmes pouvant s'appuyer sur des services qui sont fournis par des fournisseurs de solutions. Je vais donner un exemple. Imaginons, vous avez une application sur un téléphone qui vous permet, lorsque vous prenez une photo, de pouvoir décrire cette photo. Vous allez ici avoir une interface qui va vous permettre de prendre en photo quelque chose, donc d'utiliser la capacité de l'appareil photo de votre téléphone. Cette photo va être envoyée vers votre couche applicative qui va être hébergée sur le cloud dans lequel vous avez déployé votre solution. Et puis peut-être que pour analyser la photo, vous allez utiliser des services d'intelligence artificielle qui peuvent être fournis par un Microsoft, un Amazon, etc., qui vont, eux, faire le travail d'analyse de l'image, vont vous renvoyer l'information avec le texte de description de cette image, et vous, ce texte-là, vous allez le récupérer sur votre application cliente pour l'afficher. Alors bien souvent, si vous faites par exemple des applications en mode web, vous avez un petit peu de stockage en local à travers, alors qui est très limité, qui va passer à travers des cookies par exemple, que vous allez héberger auprès du navigateur. Le navigateur étant finalement un moyen pour les éditeurs de solutions logicielles, un moyen de contrôler de façon fine les ressources que vous pouvez utiliser sur votre poste de travail. Donc, imaginons, par exemple, vous êtes sur un téléphone, l'application ne pourra utiliser l'appareil photo que si vous en donnez l'autorisation. Et une fois que vous en avez donné l'autorisation, vous pouvez avoir cette autorisation qui va être stockée, par exemple, sous forme de cookies, ce qui fait que lorsque vous réutiliserez l'application, vous avez déjà donné l'autorisation. Il y a déjà un fichier qui existe qui contient ces informations. De la même façon, vous avez donné peut-être votre nom, votre prénom ou des informations de cette nature au niveau de l'application. Ces informations peuvent être stockées localement, ce qui fait que lorsque vous allez relancer l'application, vous allez être automatiquement identifié, reconnu avec un certain nombre d'informations correspondant à ce que vous avez utilisé localement auprès de cette application-là. Du côté du serveur, bien souvent, en complément de services spécifiques, vous allez avoir un hébergement dans une base de données, alors qui peut être un service à part entière, un service de stockage de données, qui peut être hébergé par votre provider de cloud, donc le fournisseur de l'environnement cloud, sachant qu'en complément de cette application, bien entendu, on a souvent besoin de pouvoir administrer les données qui sont ici, soit pour faire du reporting, soit pour pouvoir administrer des données, administrer des autorisations, mettre à disposition ou activer, désactiver certains services à disposition de votre application. Donc, vous avez, de la même façon que votre application serveur, vous avez besoin d'une couche d'administration dans lequel vous pouvez être amené à utiliser aussi potentiellement des services. Je ne les ai pas mis ici, mais votre interface d'administration peut aussi s'appuyer peut-être sur des services spécifiques qui vont vous permettre quelque part de pouvoir consommer vos données, regarder ce qui se passe, faire du reporting, etc. Alors, maintenant, une petite question sur la partie site Internet. Alors, à quoi va servir un site Internet? En tant qu'entrepreneur, vous avez plusieurs axes. Donc, je n'ai pas indiqué, par exemple, ici sur ce slide, mais j'aurais pu le faire, je n'ai pas indiqué le fait que votre solution digitale, c'est peut-être déjà un site Internet, donc ça pourrait déjà être un élément, mais en l'occurrence, vous avez quand même deux points importants vis-à-vis de la création d'un site Internet, qui sont la capacité à communiquer. Donc, comment faire pour être sûr d'avoir une identité qui est assez claire, un logo, des couleurs, enfin quelque chose qui vous permet de vous identifier facilement, quelque chose qui vous permet d'être contacté, soit par des clients, des prospects
ou par des partenaires avec qui vous pourriez être amené à faire des choses ensemble. Et pour communiquer, ça veut dire que sur son site internet, il faut aussi avoir une actualité régulière, parce qu'un site internet, quelque part, qui ne vit pas, on s'aperçoit qu'elle a de moins en moins de visiteurs, parce qu'ils ont déjà vu ce qu'il y avait dessus. Et en définitive, le site, s'il n'est pas actif et s'il n'évolue pas, bah, quelque part, on s'aperçoit que ce n'est pas un site de communication, c'est un site qui va mourir, entre guillemets. Et puis le deuxième axe important sur la création d'un site internet, c'est vendre. C'est comment faire pour s'assurer que dans la communication que l'on fait de sa solution, que ça soit une solution numérique, mais que ça soit potentiellement une autre solution, hein, ça peut être un objet que vous créez, ça peut être un service que vous proposez. Le point qui est important, c'est lorsque vous démarrez en fait une entreprise, c'est de s'assurer que l'offre que vous mettez à disposition est lisible, elle est simple. Alors simple ne veut pas dire simplissime, hein. Simple veut dire que quelque part, les gens vont assez facilement comprendre ce que vous voulez vendre, que votre proposition elle est adaptée à la cible, parce que quand vous allez communiquer à travers des réseaux sociaux, vous allez rapatrier des gens sur votre site internet, ou vous allez communiquer votre site internet à travers des flyers, à travers des événements, à travers des webinaires que vous pourrez créer, mais quelque part, il faut s'assurer finalement que l'offre et la proposition de valeur est bien adaptée à la cible. Ça, je vous invente rien, je pense que vous seriez presque mieux placé que moi pour en parler. Et puis, quelque part, le point qui est important sur le site internet aussi, c'est le fait d'avoir des références clients, parce qu'à partir du moment où vos consommateurs vont s'identifier finalement à ce que d'autres consommateurs ont pu acheter et vont dire bah oui, tiens, pour moi ça a été utile et la solution vraiment est super, ça va inciter d'autres consommateurs à venir acheter. Et donc, quelque part, on le sait, hein, à partir du moment où on commence à avoir les premiers acheteurs, on va dire en fonction du business plan que l'on a fait, on va réussir à décoller ou non en fonction voilà, de ça. Donc, c'est important, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, quelle que soit l'entreprise que l'on crée, que ça soit de la restauration, un magasin de chaussures ou une application mobile, on ne peut pas faire sans ce site internet. Alors, un point aussi important, et j'en ai parlé dans la partie communication, un point important sur les réseaux sociaux. On est sur le numérique. On sait qu'aujourd'hui, finalement, les canaux de communication, les vecteurs de communication, c'est à la fois le site internet, mais en même temps les réseaux sociaux. Et le point important sur les réseaux sociaux, c'est justement, on parle de réseau, donc comment faire pour créer son réseau, comment faire pour finalement être lisible sur les réseaux sociaux. Il faut déjà d'une part avoir une identité et une ligne éditoriale très claire. Ça veut dire qu'il faut réussir à s'abonner aussi à l'écosystème entre guillemets du domaine dans lequel vous allez travailler. Si vous êtes dans la restauration, je pense qu'il y a un certain nombre voilà, par exemple de communication intéressante, et vous avez des leaders entre guillemets sur le sujet, donc c'est important d'être identifié par eux. C'est important aussi de pouvoir identifier un ou plusieurs influenceurs qui pourraient quelque part vous permettre d'attirer de nouveaux clients. Je vais donner un exemple très concret. Dans mon quartier, un jeune entrepreneur a repris un restaurant. Il a réussi à faire venir deux influenceurs qui sont venus manger chez lui des pâtes avec du mascarpone. Enfin, je ne sais plus ce qu'il avait mis. Enfin bon, un truc un peu particulier, un truc italien vraiment excellent. Il a eu bonne presse sur les réseaux sociaux. À partir du lendemain, là où avant on pouvait venir quasiment sans rendez-vous, manger tranquillement, s'installer, il avait des tables qui étaient toutes prises et il ne pouvait plus du tout fournir, et donc il a été obligé de mettre en place un système de réservation, ce qu'il n'avait jamais identifié avant. Donc ça, quelque part, les influenceurs et la communication à travers les influenceurs, c'est important, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir identifier ces influenceurs par rapport au domaine dans lequel vous créez votre entreprise, forcément. Et puis, de la même façon, quand on communique sur les réseaux sociaux, il faut être capable de générer une actualité régulière. Donc, quand on a des informations, on ne va pas forcément tout lâcher d'un coup. Ça peut être intéressant de se faire un plan de communication, un plan marketing,
dans lequel on va être à même de fournir régulièrement des nouveautés, une actualité, des événements qui vont se passer, des retours de clients qui ont pu apprécier ce que vous avez mis en place, des photos, des choses qui peuvent être aussi associées finalement à la temporalité. Je ne sais pas, des solutions qui peuvent être vendues à Noël, à la Saint-Valentin. Enfin, il y a des événements réguliers qui marquent les gens. Et quand vous communiquez en ce sens pendant cette partie événement, vous allez avoir d'autant plus finalement de clients intéressés, beaucoup plus de gens qui vont forwarder finalement ce que vous avez publié. Donc ça, c'est aussi important. On va finir par cette partie-là, les étapes de création d'un projet numérique. Alors, c'est très bateau hein, ce que j'ai fait là, mais je pense que c'est important parce que de façon assez classique, on a différents moyens de développer une solution numérique et c'est vraiment plutôt des grandes tendances que l'on a dans ce slide. Si on fait par exemple du lean, on ne va pas forcément avoir quelque chose qui correspond à ça, on va plutôt avoir quelque chose qui permet finalement d'identifier une idée, de la maqueter, de la tester, de compléter son idée et puis d'avoir quelque chose d'itératif. Quand on fait de l'agile, on va essayer d'identifier un client, un premier client intéressé et on va construire la solution avec lui. Donc, il y a différentes façons de développer forcément, et ça, c'est un petit peu trop, entre guillemets, les projets informatiques d'il y a quelques années. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui restent vrais. Dans un aspect cahier des charges ou spécification de la solution qu'on va développer, il faut bien entendu être en capacité d'identifier la cible des utilisateurs et une cible qui est assez, entre guillemets, simple à identifier. Alors, si on faisait de la conception, on appellerait ça des personas. Donc, on va identifier des utilisateurs types de la solution que l'on souhaite, on va dire, doter de la solution que l'on va développer. Donc, quelque part, il va falloir commencer de façon macroscopique à identifier les fonctionnalités que l'on va vouloir implémenter dans la solution. Et puis, on va probablement, quand on définit ces fonctionnalités, on va probablement phaser ces fonctionnalités parce qu'on ne peut pas tout développer d'un seul coup. Donc, on va peut-être se définir déjà une stratégie en disant, voilà, dans une version 1 ou dans un premier sprint, voilà ce que je vais développer. Et puis derrière, je vais implémenter des solutions de façon itérative. Mais je veux pouvoir assez rapidement avoir un retour sur investissement. Ça veut dire que je veux pouvoir vendre très vite des fonctionnalités qui vont me permettre, moi, de récupérer finalement des finances pour pouvoir payer la suite, entre guillemets. Voire, en complément, je vais peut-être être obligé aussi de m'associer avec des gens qui sont spécialistes dans tout ce qui va être user experience, interface, accessibilité. Je vais peut-être passer par des agences, je vais peut-être passer par des sociétés tiers ou des partenaires, ou je vais peut-être simplement faire appel à des stagiaires d'écoles d'ingénieurs pour venir finalement m'aider à développer une ébauche de solutions. Ensuite, se pose la question sur la partie développement. Lorsque vous allez développer et que vous faites appel à des prestataires externes, est-ce que je développe ça sous forme de forfait, sous forme de régie? Donc, quelque part, vous avez une idée de développement, mais vous n'avez pas d'expert en développement avec vous. Vous pouvez soit dire, moi, je vais embaucher, entre guillemets, un expert pour venir développer la solution pour moi, et donc je vais l'embaucher, donc je vais l'avoir en CDD ou en CDI pour pouvoir faire ce développement. Mais on peut aussi à un moment donné se dire, moi j'ai une super idée, mais je vais simplement essayer d'identifier un partenaire qui est capable, clé en main, de me développer la solution. Donc en mode forfaitaire, donc finalement, ce n'est pas moi qui prends le risque, c'est le prestataire que je vais solliciter. Et à partir de ce moment-là, lui, évidemment, dans le forfait, ça va coûter plus cher qu'une régie, mais quelque part, ça vous assure que par rapport au levée de fonds que vous avez pu faire et à l'argent que vous avez, vous allez être capable de développer les fonctionnalités que vous avez listées. Alors, un forfait n'est pas antinomique avec un mode agile. Vous pouvez très bien faire un forfait et développer ça dans un modèle agile. Il y a des façons de faire et des façons de procéder. Mais bon, voilà, c'est une approche en tout cas et une question qu'il faut vous poser sur la partie développement. Recette, on oublie bien souvent que lorsque l'on fait appel à de l'externe, voire même avant même de faire des tests utilisateurs,
on a forcément des tests à mener et on a forcément besoin d'identifier les scénarios de test. C'est quoi le chemin de test que je vais utiliser par rapport à mon projet numérique? Et puis, on va devoir déployer. Alors, est-ce qu'on va déployer ça dans un environnement cloud? Est-ce qu'on va héberger ça chez un hébergeur? Comment je vais adresser la maintenance évolutive ou corrective de ma solution? Parce que j'ai fait un développement, mais je suis persuadé qu'au moment du lancement, de toute façon, il y aura des bugs, il y aura des problématiques qu'il va falloir adresser. Donc, je vais devoir aussi gérer cette partie-là et savoir si je fais des modifications sur ma solution, comment je vais faire pour livrer ces modifications dans mon environnement pour que mes utilisateurs puissent bénéficier des mises à jour. Et puis après, se posent tout un tas d'autres questions complémentaires. J'ai besoin d'être référencé par un moteur de recherche, j'ai besoin de pouvoir faire de l'animation sur les réseaux sociaux, et on en a parlé. Peut-être que ma solution va nécessiter de faire appel à des partenaires. Je vais donner un exemple. J'étais avec une entrepreneuse en début de semaine dernière qui, elle, va fournir en fait, des petites boîtes dans des hôpitaux. Typiquement, à un moment donné, dans ces boîtes, elle veut mettre des photos. Quelque part, ces photos, ce n'est pas elle qui va devenir spécialiste de la photo et qui va se mettre à imprimer des photos. Donc, elle va devoir faire appel à un prestataire ou un partenaire qui peut avoir un intérêt aussi à participer à l'aventure et à faire quelque chose conjointement avec l'entrepreneuse. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Se pose aussi la question des coûts, alors de façon, on va dire, importante. Alors j'ai mis des pourcentages juste pour que vous puissiez imaginer ce que coûte en fait une solution. Les points qui sont importants, c'est les grosses masses, hein. Ça peut varier, mais ce qu'il faut considérer, c'est que quand on développe une solution informatique, le coût de développement, c'est à peu près la moitié du budget. Les spécifications, ça coûte presque un cinquième du budget nécessaire. Et puis, à équivalence, on a entre 10 et 15% de pilotage de la solution, 15% de tests, de recettes. Et il ne faut pas oublier qu'au-delà du coût initial de développement, on a de la maintenance évolutive, on a de la maintenance corrective qui correspond à peu près à 15% des coûts de développement. Alors, ça peut être variable, mais habituellement, c'est à peu près ces métriques-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est à peu près 7,5% du coût total de votre solution qu'il faut prévoir. Donc, si vous prévoyez une solution et son évolution, il faut non seulement prévoir le coût initial, mais il faut se dire que dans les 2, 3, 4 années suivantes, vous allez avoir 7,5% de ce coût en complément à budgéter. Donc, soit en allant chercher auprès de Business Angel du financement supplémentaire, soit en l'ayant budgété au préalable. Donc, voilà, c'est des choses importantes. Et puis, il y a quelques coûts marginaux, hein, des coûts au niveau de la location d'un nom de domaine, par exemple. Quand on a une solution numérique, on a besoin de louer un nom de domaine, mais ça coûte quasiment rien. Par contre, des coûts complémentaires, ça peut être l'organisation d'événements pour lancer ou participer à des salons dans lesquels vous allez vous faire connaître. Un peu de marketing, parce que voilà, ça coûte un peu d'argent aussi. Et puis, tout ce qui peut être plaquettes, tout ce qui peut être éléments qui vont faire vivre en fait votre lancement. Hop. Je crois que par rapport à la présentation à proprement parler, j'ai fini, donc je vais arrêter de partager mon écran et je vous engage maintenant à un échange sur ces sujets de projet numérique. Alors, déjà, peut-être, première question, est-ce qu'un certain nombre d'entre vous développent aujourd'hui des solutions numériques ou est-ce que vous voulez utiliser le numérique comme vecteur de communication ou vecteur de vente? C'est quoi votre approche aujourd'hui? Qui veut prendre la parole en premier? Allez, Cyril. Alors bonjour, moi c'est Cyril. J'étais développeur jusqu'à il y a en fin novembre, début novembre, j'étais développeur et j'ai entamé un virage à 180. Je me suis lancé complètement dans la vente, dans tout ce qui est vente à domicile. Oui. Alors développeur depuis j'ai fait le calcul 27 ans. Ok. Et puis, un ras-le-bol. Oui. Un vrai ras-le-bol. Et puis, mais j'utilise toujours le développement. J'ai toujours mon PC Windows qui est là.
Et j'utilise toujours les solutions de développement que j'ai dessus maintenant pour le plaisir. OK. Et donc, Voilà. le numérique par rapport justement à la vente à domicile ou à l'activité que vous avez aujourd'hui, du coup, vous utilisez un peu le numérique pour faire connaître ce que vous faites ou comment vous... Alors là, je travaille dans une entreprise, enfin pour une entreprise, parce que je suis indépendant, Oui, mais je dépends quand même d'une entreprise à, à portée internationale maintenant, oui. qui nous fournit tout ce qui est back-office. D'accord. Donc, vous conçoivez... Tout le back-office a été développé par l'entreprise, donc ils nous fournissent tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, après, c'est à nous de nous faire connaître par Facebook, tous les réseaux sociaux. Voilà, quoi. OK. Donc là, effectivement, les points importants, c'est vis-à-vis de votre activité, c'est principalement de pouvoir avoir une identité assez claire, de pouvoir vous faire connaître et puis connaître les produits que vous vendez. C'est ça qui est important pour vous au niveau du numérique aujourd'hui par rapport à Ouais, l'activité. tout à fait. Et ben, cet après-midi, d'ailleurs, en début d'après-midi, j'avais quelqu'un de chez Google qui est venu à la maison justement pour ça. D'accord, ok. Mais je lui ai dit, écoutez, pour l'instant, j'ai pas encore trop besoin de vous. Ouais, ouais. Puis je lui ai développé, je lui ai dit ce que j'étais. Il me dit, ah oui, effectivement. Ok. Est-ce qu'on a un autre témoignage, une autre prise de parole? Alors, Mertel, je crois, souhaite prendre la parole. Ah, Mertel, voilà, c'est coupé. Oui, est-ce que l'on m'entend? Oui, c'est bon, oui, 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 c'est bon. Bonjour, enfin bonsoir. Donc moi je suis Johan. À votre question, en fait, moi j'aurais adoré être dev, enfin je pense, Oui, j'aurais adoré, seulement je suis aveugle oui, et à vrai dire, je n'ai pas réussi à trouver une formation qui me garantisse une approche accessible du début à la fin. ok, Donc c'est toujours difficile de dire on s'engage et puis on va être confronté à des cours, des supports, des références à des contenus images qu'on ne peut pas exploiter, etc. Donc, c'est un peu... Et puis après, il y a le côté de la pertinence du projet. Quand on est développeur aveugle, on parlait tout à l'heure de sites web, oui, toute la partie CSS visuelle, c'est sûr que ça m'échappe et que on peut pas gérer, quoi. ok. Parce que, Donc, en oui, définitive, ouais, sur la partie, alors, moi, pour information, j'ai une mère qui est non-voyante, donc sur la partie vision, je connais pas mal les complexités ou les difficultés qu'on peut être amené à rencontrer. Donc effectivement, alors, il existe maintenant un certain nombre de formations. Alors, tout dépend de ce qu'on veut faire en termes de développement. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, une formation pour faire du numérique, ça peut être très variable. Il peut y avoir des situations dans lesquelles on veut devenir développeur, et donc on veut simplement se former, je sais pas, devenir développeur web par exemple, et donc il y a des formations qui peuvent permettre de faire ça, par exemple avec des organismes type Webforce 3 ou autres, qui peuvent éventuellement répondre à ce type de besoin. On a des formations qui sont plutôt des formations qui sont orientées sur l'accessibilité. Et quand on est non-voyant, on est finalement un très très bon acteur de l'accessibilité parce que bah voilà, justement, on est confronté aux problèmes d'accessibilité des sites web et autres. Et en donc fait, finalement, en oui, fait, excusez-moi, en fait, ma démarche, elle était celle-ci. Moi, je suis fortement intéressé par l'accessibilité numérique oui, et je m'étais dit, pour être un bon consultant accessibilité, il me semblait important de savoir coder pour oui, pouvoir aller lire, comprendre, analyser les lignes de code. Donc, je voulais d'abord me former au développement oui. pour ensuite, derrière, pouvoir être consultant. OK. Après, donc du coup, j'ai suivi la formation Accessi Web, par exemple. Ça, je pense que vous Oui, devez connaître.
J'ai intégré sous la forme d'un stage cet été la société Océan Consulting, tu en as vu, Oui, avec Frédéric Alana. avec Frédéric Alna. Donc, j'ai planché sur le RG2A. Voilà, après, mais on se rend compte que toute la partie CSS, puisque c'est un contrôle visuel, je ne peux pas assurer ça. Et après, il y a d'autres points que je peux certainement assurer, mais qui seraient tellement chronophages qu'ils ne me placent pas en concurrence favorable avec d'autres consultants. Oui. Après, je pense qu'il y a deux choses parce que effectivement, le fait de devenir développeur, et on a de très bons exemples de développeurs non-voyants. Chez nous, on a par exemple Sakib Sheikh en Angleterre, qui est le développeur de l'application Seeing AI, qui est une boîte à outils pour des personnes non-voyantes sur iPhone, permet d'écrire des textes, d'écrire des photos, des images. Il est totalement non-voyant. Et en fait, il développe ses solutions sans souci particulier, entre guillemets. Il utilise du Visual Studio, il utilise, voilà. Donc, il utilise des outils de développement sans problème. Après, le marché aujourd'hui fait que je pense que dans l'accessibilité numérique, on a beaucoup d'opportunités parce qu'en définitive, il y a très très peu d'acteurs et il y a un énorme besoin sur le sujet. On pourra le réévoquer quand on va faire le webinaire sur l'accessibilité numérique. Mais aujourd'hui, on a plus de demandes, entre guillemets, que de sociétés capables de fournir des solutions. Alors, moi mon activité, elle a deux axes. Oui, Elle a un premier axe qui est la formation aux outils informatiques adaptés pour un public aveugle, voire sourd-aveugle. Parce oui, qu'au final, une personne sourde-aveugle, elle va travailler avec les mêmes outils qu'une personne aveugle. Et l'autre côté, c'est l'aspect accessibilité numérique. Alors moi, je n'emploie pas le terme accessibilité numérique parce que on se rend bien compte que c'est de plus en plus cadré et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et du coup, moi, je parle plutôt de numérique inclusif. Donc moi, ma démarche, ce serait plutôt de solliciter des entreprises qui n'ont pas cette obligation aujourd'hui d'avoir cette démarche de mise en accessibilité pour pouvoir leur proposer mes services. Alors, ne pas forcément se limiter à de l'accessibilité normative, mais aussi de l'accessibilité fonctionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on peut développer accessible et que ce ne soit pas du tout fonctionnel. oui, oui, bien entendu, il y a deux axes. Il y a le côté accessibilité au sens normalisation et il y a la partie ergonomie et C'est ça. usage qui est une deuxième problématique qui n'a rien à voir. On peut développer un site 100% accessible mais qui ne soit pas utile. Et peut-être que je me trompe, hein, j'espère, mais j'ai l'impression que les sociétés qui sont aujourd'hui identifiées, il n'y en a pas beaucoup en France, pour faire de l'access, j'ai l'impression qu'ils se limitent un peu aux normatifs. Oui, alors oui et non, c'est-à-dire ça dépend de la démarche surtout de l'entreprise, parce qu'en définitive, la plupart du temps aujourd'hui, les grandes entreprises ou les grosses PME demandent à des Temesis, à Océan Consulting, à Talent, Numérique EA, Backtech, enfin bon, Idéance et Idéance. autres. Voilà, demandent en fait à ces sociétés-là souvent de faire des audits et de faire de la remédiation et ne sont pas on va dire, dans le mouvement de transformer leur application pour la rendre accessible. Ils veulent simplement fixer les problèmes d'accessibilité, ce qui est déjà une première démarche, mais qui ne va pas au bout. Parce que, si je prends par exemple le site de la mairie de Paris, paris.fr, on est sur une page dans laquelle on a plus de 80 contrôles sur la homepage. Typiquement, ce n'est pas parce qu'on va fixer les problèmes d'accessibilité que d'un point de vue usage, on va être à l'aise. À titre d'exemple, sur cette fameuse page du site de paris.fr, pour pouvoir choisir son département, ça doit être le 60e contrôle de la page. Donc, il faut cliquer 60 fois sur la touche de tabulation avant de pouvoir choisir son arrondissement, ce qui est un petit peu débile. Ouais. Alors, un exemple, mais c'est typique de ce type d'application dans lequel on a traité l'accessibilité, mais on n'a pas du tout traité l'ergonomie et l'usage. C'est ça. Et au final, l'outil n'est pas utilisable. Exactement. Donc, en fait, on a investi des sommes, parce que l'accessibilité, c'est quand même maintenant c'est considérable, pour rien. Oui, alors, c'est pas
Pas vraiment pour rien, parce que je pense que la plupart des structures qu'on citait tout à l'heure, au-delà de faire on va dire de faire des audits, il y a une couche quand même de formation ou de sensibilisation des développeurs. Maintenant, on n'est pas encore à aller sensibiliser les chefs de projet ou les personnes qui pondent le design des sites. Donc, il y a toute une démarche auprès des agences web à réaliser pour que ne fassent pas n'importe quoi lorsqu'ils créent un site. Donc, bon, ouais. Alors après, bon, moi j'utilise Microsoft, bien sûr. Hein. C'est vrai que j'utilise prioritairement en local. Oui. J'ai tenté d'utiliser des versions en ligne, mais en termes d'accessibilité, je trouve que c'est très compliqué en fait. Oui, en fait, c'est pas fait. Enfin, c'est vraiment pas très adapté. Hein. Franchement. Donc ça me rassure. Parce que Non, des fois, je doute. Hein. Je me dis, c'est peut-être moi qui suis nul. Donc. Non, je confirme, les versions installées localement en termes d'accessibilité sont nettement plus accessibles que les versions online. Mais c'est simplement lié aussi aux technologies, parce que finalement, dès qu'une application est hébergée dans un navigateur, elle a tout un tas de contraintes. Une application installée localement, elle peut choisir à quel moment elle va se rafraîchir, elle peut choisir tout un tas de choses. Dès qu'on est sur un navigateur, on a moins cette possibilité-là. Donc du coup, ça nécessite d'un point de vue usage des usages pas forcément terribles. Ouais. Donc, OK. Je me permets d'intervenir parce qu'il reste, il nous reste 12 minutes et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent intervenir également, donc pour que tout le monde puisse prendre la parole. Je vois qu'il y a Jason qui lève la main depuis un moment et ensuite il y aura Mertel qui voudrait la main levée. Alors, c'est parti pour Jason. Bonjour, je suis Jason Chemama de Andy Easy. Je vous écris ma conversation pour que vous la compreniez car je suis handicapé et que j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer verbalement. Laissez-moi le temps d'écrire pendant la conversation. OK. Oui, je développe un site comparateur les fauteuils roulants et je vante les produits pour numérique. Oui. Et donc, par rapport, en fait, donc c'est un site de vente de fauteuils ou c'est un site de comparaison de fauteuils pour pouvoir, quelque part, en faire la promotion, c'est ça? C'est ça, d'accord, OK. Et donc, dans l'usage du numérique, principalement, par rapport du coup à ce que vous avez monté, il y a une démarche économique entre guillemets derrière, ou c'est vraiment une démarche finalement de pouvoir tester les solutions et de pouvoir aider les personnes qui seraient à la recherche d'un fauteuil, de trouver le bon fauteuil? C'est plutôt pour aider, c'est moins pour vendre. D'accord. Donc l'idée derrière, et vous utilisez donc du coup aujourd'hui, dans la démarche, vous allez tester les fauteuils, c'est ça? Vous regardez avec les fabricants les fauteuils qui existent, ou vous faites de la recherche sur le web? De la recherche? Oui. D'accord. Et donc après, vous faites du développement du coup d'un site internet qui est disponible en fait pour vos consommateurs, enfin vos utilisateurs entre guillemets. Dans 2 mois. D'accord. Donc vous êtes en train de le faire. D'accord. Oui. Et donc après, la difficulté probablement que vous allez avoir, c'est de vous faire connaître et de vous faire référencer par les moteurs de recherche. Oui. Donc je pense qu'il y a un point qui est important sur tous les mots-clés qui correspondent finalement à votre site. Et puis il y aura un aspect sur la communication sur les réseaux sociaux. Un point intéressant, Jason, n'hésitez pas quand le site sera sorti, par exemple, à me contacter sur LinkedIn, que je puisse mettre en avant ce que vous avez fait, parce que ça, c'est un bon moyen. Moi, j'ai à peu près Je 200. voudrais un rendez-vous. Eh ben, n'hésitez pas, vous avez… je vais mettre mes coordonnées, hop, je vais envoyer à tout le monde. Donc, vous avez mes coordonnées dans le chat. Par rapport à ça, voir à ce qu'on fasse une conversation ensemble pour essayer de voir comment se faire connaître.
pense que ça peut être intéressant. Merci. Bah, pas de quoi, Jason, et puis on fera une discussion ensemble pour essayer de voir comment pousser la solution. Je pense qu'on doit pouvoir faire de belles choses. Et puis après, ça sera intéressant de voir par rapport à ce comparateur et à ce qui existe, de pouvoir éventuellement regarder à travers, alors ça peut être des acteurs spécialisés de communication, hein, ça peut être handicap.fr, ça peut être voilà, tout un tas Oui. d'acteurs intéressés par le sujet, de faire connaître le travail que vous avez mené. Voilà. Pas de souci, Jason. Ce sera avec plaisir. Bah, merci Jason et merci Philippe pour ce retour. Il y avait Mertel également qui levait la main et qui avait une question dans le chat de Philippe. Donc peut-être Mertel. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir quand on connaît à peu près les grandes lignes du code, recruter des développeurs, d'avoir un peu la casquette de chef de projet, ou alors il faut vraiment se former au développement en profondeur, quoi. Alors, non, c'est-à-dire en fait, le travail d'un chef de projet n'est pas du tout le même qu'un travail de développeur. Donc en fait, si on ne connaît que les grandes lignes du développement, ça peut être suffisant pour recruter des développeurs. Par contre, attention, il faut obligatoirement que parmi les développeurs que l'on recrute, on identifie la personne qui va avoir la casquette d'architecte. Parce qu'en fait, quand on prend un projet informatique, on a quelqu'un qui fait les choix, qui vraiment fait des choix, on va dire, structurants par rapport au projet, qui va dire bah, finalement quels sont les technos qu'on va utiliser, quelles démarches on va mettre en place pour s'assurer que la sécurité est bien garantie, etc. Et ça, c'est le travail d'un architecte ou d'un urbaniste quand on parle de très gros projets. Mais cet architecte-là, lui, il doit avoir une vision des technologies du marché, mais il n'est pas forcément développeur. Alors moi, j'ai occupé les deux casquettes parce que j'ai été développeur chez Microsoft et puis j'ai évolué j'ai fait de l'informatique en termes de développement pendant une douzaine d'années, entre un développeur, on va dire, de base jusqu'à un architecte. Et effectivement, ce n'est pas la même casquette et on n'est pas forcément expert en développement quand on est chef de projet. Donc, on peut recruter une équipe sans problème. D'accord. Merci pour votre retour. J'avais une dernière question. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de recruter, entre guillemets, en offshore des développeurs, par exemple en Inde, par exemple. Alors, ça nécessite une compétence un peu particulière quand on va travailler avec l'Inde, parce que par défaut, les gens vont dire oui. Alors, moi, j'ai été architecte des sites Internet du groupe L'Oréal, alors en étant Microsoft, hein, mais j'étais prestataire pour L'Oréal, et donc on a développé 250 sites Internet et on avait une équipe d'une quinzaine de personnes en Inde. La difficulté avec l'Inde, c'est qu'en définitif, on a un environnement dans lequel il y a une forte concurrence entre les individus. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on peut travailler dans une société le lundi, le mercredi travailler dans une autre et le lundi suivant travailler dans une troisième. Parce qu'il y a une recherche des compétences qui fait que pour garder une équipe pendant un laps de temps très long, c'est compliqué. Nous, par exemple, on avait fait venir d'Inde des gens en France pour être formés. On a fait venir 3 personnes. Quand ils sont repartis, il y en avait déjà 2 qui n'étaient plus dans l'équipe. Donc, en fait, on les a formés pour rien. Et donc, c'est très compliqué. A contrario, il peut y avoir du nearshore avec, par exemple, des gens en Tunisie ou des gens au Maroc qui déjà comprennent mieux parce qu'en fait, quelque part, on va dire, culturellement parlant, on est beaucoup plus proche en fait du fonctionnement que l'Inde. Moi, l'Inde, j'ai vu à un moment donné, j'avais un chef de projet, je lui disais, bah, tiens, voilà ce que je veux pour la semaine prochaine, et puis on s'appelle lundi prochain. Et puis, j'arrivais le lundi suivant, et puis je leur disais, bon, alors, vous en êtes où? Ils font, ben, on n'a pas compris. Mais plutôt que de venir alerter tout le monde, etc., ben, moi, ça m'a coûté 5 jours avec 6 ou 7 développeurs derrière chacun des jours. Donc, 35 jours qui sont cramés, qui ne servent à rien, en fait. Donc, il faut faire très attention à ce modèle très offshore. Donc, du nearshore, ça peut mieux marcher pour moi.
Je vous remercie pour votre retour. C'est tout pour moi. Merci. Ouais. Et sur le développement, le point qui est quand même important, et quand on va manager une équipe de développeurs, même si on n'a pas les compétences en développement, ce qui est toujours important, c'est de demander aux développeurs de faire leur propre évaluation de charge par rapport au développement de quelque chose. C'est-à-dire, on peut assez facilement, en début de semaine, dire à quelqu'un, OK, pour développer ce truc-là, cette fonctionnalité-là, combien de temps il te faut? Le développeur, il va passer peut-être 1 heure à faire son estimation et à dire, bon, bah, OK, il me faut 3 jours, il me faut 4 jours, il me faut 5 jours. Et à l'issue de ces 4-5 jours, on est capable de lui dire, OK, bah, montre-moi ce que tu as fait. Et le fait, quelque part, de faire du pilotage de façon proche avec des journées, ce n'est pas je te fournis ça dans 3 semaines, c'est des choses qui sont finalement très, on va dire, unitaires par bloc de quelques jours à chaque fois, 3 jours, 5 jours, 10 jours max. Bah, ça permet d'être sûr de ne pas exploser les charges. Parce qu'on prend quelqu'un et on lui dit dans 3 semaines, bah, je vais voir ce que tu as fait. 3 semaines après, on s'aperçoit qu'il n'a pas fait exactement ce qu'on voulait et puis il y a une partie du boulot qui est achetée à la poubelle. Alors que si on l'avait revu 3, 4, 5 jours après, il aurait fait peut-être des choses beaucoup plus modulaires et on aurait été beaucoup moins dans le mur, entre guillemets. Et on peut exploser des charges simplement parce qu'on a mal piloté une équipe. Donc, Merci Philippe pour ce retour. Alors peut-être pour conclure, on a une dernière question d'un autre Philippe qui est dans le chat. Alors je vais la relire, n'hésitez pas du coup Philippe à préciser peut-être un peu si besoin. Qui dit: je voudrais parler du vol des brevets, du vol systématique. Les brevets coûtent cher et parfois on a affaire à des gens peu scrupuleux. Mes projets rencontrent la réalisation de sites concurrents. Comment faire? oui, alors bah, ça, c'est une vraie difficulté par rapport en fait, au développement de solutions logicielles. Pourquoi? Parce qu'en définitive, c'est que de la propriété intellectuelle. Un développement numérique, ce n'est que de la propriété intellectuelle. Ça veut dire que si on n'a pas effectivement quelque chose qui est tenu secret pendant un certain temps et qu'on n'a pas un vrai dépôt de brevet et la capacité derrière à faire appel à des avocats pour attaquer quelqu'un qui aurait indûment utilisé le brevet pour sa propre solution, bah, ce qu'on a breveté, c'est rien du tout, quoi. Et donc, quelque part, la vraie difficulté quand on est dans le numérique, c'est d'avoir toujours un cran d'avance et d'avoir toujours une solution qui est meilleure que ses concurrents, même si les concurrents imitent, copient, etc. Il faut avoir la capacité à toujours innover et à créer des choses que l'autre n'aura pas. Et c'est le seul moyen, finalement, de montrer aux gens que d'un point de vue compétition, finalement, notre solution, elle est meilleure que celle qui a été copiée. Mais nous, si je donne un exemple au niveau d'une entreprise, d'un éditeur comme Microsoft, on a des gens qui font de la recherche fondamentale et qui déposent des brevets en permanence, et on a une entité dont le rôle est uniquement d'aller récupérer l'argent associé à l'usage de nos brevets. Et donc, quand on vend, par exemple, quand on vend un téléphone Android ou un iPhone en France ou dans le monde, aujourd'hui, nous, on touche de l'argent sur les brevets qui sont utilisés par Apple ou par Android sur nos solutions. Donc, quelque part, ce n'est que de l'argent qui correspond à des brevets déposés. C'est très différent de l'équipe produit qui vont consommer ces brevets aussi, parce que quand on développe Windows, quand on développe Office, on a aussi des brevets qui sont utilisés. Et là, le seul moyen finalement de se différencier, c'est d'avoir un avantage sur la solution que l'on développe par rapport au reste du marché. Ouais. Mais c'est compliqué le vol de brevet parce qu'on n'a pas forcément les moyens de dire je vais prendre un avocat et je vais attaquer la boîte qui utilise ou qui m'a copié alors que mon brevet il était antérieur. On n'est pas aujourd'hui en France en tout cas dans le même mode de fonctionnement qu'aux États-Unis où on peut assez facilement attaquer une entreprise et récupérer de l'argent, et on a des avocats qui sont prêts même à avancer l'argent pour pouvoir quelque part dire bah ok on gagne et puis moi je récupérerai 30%, 40%, 50% du gain. On n'est pas du tout dans ce mode de fonctionnement en France ou dans la plupart des pays européens, donc la notion de brevet est très complexe. Ouais. Merci beaucoup Philippe pour cet éclairage. Ah, et puis un petit commentaire de l'autre Philippe du coup, Facebook a commencé comme ça. Oui, exactement. Ouais. Après, le point qui est important, c'est vraiment quand on développe une solution numérique, c'est de réussir à avoir une base installée de clients fidèles qui, quelque part, sont ceux qui vont permettre d'investir et de pouvoir développer quelque chose assez vite
Maintenant, le mode de fonctionnement d'une entreprise et d'un petit éditeur, et le rêve d'un petit éditeur peut être à un moment donné de dire bah, moi, mon rêve, c'est d'être racheté par un gros. J'étais hier avec un entrepreneur ils ont développé une solution vidéo, en l'occurrence, qui permet de faire du montage vidéo et des choses vraiment très, très simples, qui s'appelle Clipchamp. Bah, en l'occurrence, ils se sont fait racheter par Microsoft et c'était leur rêve. Donc, le gars, il était à San Francisco, il m'expliquait un petit peu la démarche et comment ça s'est passé. Voilà, l'ambition là, elle n'était pas simplement de vendre à des clients, mais l'ambition était de dire j'ai une super idée, je vais développer quelque chose. Et quelque part, la chose en question, je souhaiterais qu'elle soit intégrée et rachetée par rapport à un gros qui, lui, aura les moyens, quelque part, de faire vivre ma solution et de me permettre d'évoluer. Bon, super, merci Philippe. Il est 18h02, je pense qu'on va pouvoir conclure cette heure de webinaire ensemble. Ah, voilà, il y avait une question justement, j'allais y venir, pouvez-vous nous indiquer la date et le thème du prochain rendez-vous? Alors effectivement, j'allais vous le communiquer tout de suite. Donc, prochain rendez-vous, c'est le 1er février, donc dans moins d'un mois. Ce sera sur le thème de l'accessibilité numérique. Alors, un peu plus en détail, même si voilà, il faut garder un peu du suspense pour la prochaine fois, ce sera sur les questions de projet numérique et d'accessibilité, quels sont les bons outils, quels sont les outils également pour les déficients visuels, comment créer des contenus numériques quand on est soi-même déficient visuel, et aussi comment rendre mon site 100% accessible. Donc, ce sera le mardi 1er février de 16h30 à 18h et ce sera sous forme d'atelier et toujours avec Philippe Trottin parmi nous. Voilà, et on ne manquera pas de vous remettre toutes les informations par email avec le replay de ce webinaire. Voilà, et écoutez, merci à tous. Encore une fois, un grand merci Philippe et merci Aurélie pour l'interprétation de ce webinaire. Et puis, on se retrouve peut-être au prochain, le 1er février. Et sinon, en attendant, bonne continuation et bonne soirée à tous. Et merci à HUP et merci à Aurélie, parce que je sais que je parle particulièrement vite, donc ça doit être un peu compliqué. Donc, désolé. Tout s'est bien passé, pas d'inquiétude. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.